Donc on va aborder la problématique du mobile learning dans cet atelier, cette table ronde. Avec nous, on a Sylvain Vaccarès, qui est maître de conférence associé à l'Université de Rennes sur un master en ingénierie de formation à distance, et également directeur de Learning Salad, qui vous en dira un peu plus tout à l'heure. On va voir avec nous également donc, Guillaume Olivieri, qui est à distance en duplex de Paris, qui est responsable commercial chez Genius Interactive. Georges Préjean, qui est avec nous à la table, qui est ingénieur en formation à distance de la société Lug Learning. Et David Robitaille, qui est en direct de Québec, qui est vice-président opération chez SVIE Solutions. Si vous avez des questions, des remarques, vous avez la parole. Pas de questions. On a une assemblée. Ah. Bonjour, Christophe Voléon, Société Néocampus, concepteur M-Learning. Je voulais juste rajouter un petit point par rapport à ce que vous avez dit, c'est qu'en plus, quand vous parlez d'usage double, on peut utiliser effectivement l'iPhone pour comprendre ce que fait l'iPhone. C'est-à-dire que comme il est multitâche, vous voyez ce que je veux dire, on peut à un moment avoir par exemple un texte sur l'utilisation de l'iPhone et le faire en même temps qu'on le lit, ce qui est quand même assez impressionnant et ce qu'un PC ne nous permet pas obligatoirement de faire. Donc je suis sur la notion de multitâche, le double-clic qu'on va faire sur l'iPhone ou la tablette. Oui, tout à fait. Donc on voit bien, enfin c'est un autre exemple, mais on voit bien que on est sur un appareil qui est réellement nouveau, c'est-à-dire que ça va transformer les usages de manière importante. Et donc aujourd'hui, par rapport à ces phénomènes-là, il faut imaginer des scénarios pédagogiques qui soient vraiment capables d'en tirer parti, en fait. Comme le téléphone portable a complètement modifié le mode de communication entre les gens en une dizaine d'années, une quinzaine d'années à peine. Oui, alors moi c'est pour ajouter deux petits points. Donc Laurent Carlier, coordinateur concepteur pédagogique. Moi je reviens du Japon, qui est le pays parfait pour le mobile. Je voudrais rajouter deux petits points par rapport à ce qu'a dit Georges sur les inconvénients du mobile learning, notamment au niveau des formats constructeurs. Puisque c'est vrai que l'iPhone et l'iPad sont pour l'instant en position assez hégémonique sur le marché, mais que ce soit en France ou que ce soit au Japon, on constate de plus en plus une certaine protection de leur marché par rapport à l'invasion d'Apple. Donc au niveau de la conception pédagogique, il y a toute cette multitude de formats de fichiers qui n'est pas négligeable et qu'il faut vraiment prendre en compte. Autre part, sur l'usage même pédagogique des tablettes, alors à moins d'une erreur de ma part, en France, il n'existe toujours pas d'éditeur de contenu pour tablette, à part peut-être la société EduPad qui commence à se faire un nom en France. D'après ce que j'ai pu constater, l'iPad comme l'iPhone sont utilisés simplement dans des contextes de liseuses. Il n'y a pas véritablement d'utilisation pédagogique de ce support. Donc voilà, c'était pour ajouter ces deux petits points. Alors, moi je vais sur la première partie de vos remarques. Au niveau, Sylvain en a parlé tout à l'heure sur la difficulté de développer des applications natives, parce que là, en effet, il va falloir les envisager sous plusieurs formats. Ou alors, moi j'aurais tendance à dire la simplicité d'employer la web application, qui là on va pouvoir en fait assurer une compatibilité entre les différents systèmes beaucoup plus rapide que sur l'application native. Après sur les applis, moi je vais laisser Sylvain répondre, mais il y a quand même quelques applis, que ce soit en démonstration juste à côté, qui existent en fait. Donc vous pouvez voir, je pense à Christophe juste à côté qui a lancé des applis sur iPad, iPhone. Donc voilà, sinon je ne sais pas si Sylvain veut rajouter quelque chose. Oui, c'est un marché naissant quand même. Donc effectivement, en termes d'édition, c'est pas
c'est pas, enfin, on est au début, hein, c'est bien évident. Ce qui se développe quand même, hein, parce que moi je connais bien le côté entreprise et interne, la mobilité, les applications en fait mobiles pour former les collaborateurs dans les entreprises se développent énormément. Ça va très très vite. Donc il y a beaucoup d'usages en fait qui sont donc dès que les entreprises ont des personnels nomades, hein, les entreprises achètent la moitié des iPads aujourd'hui quand même qui sont vendus. Faut bien avoir ça à l'esprit. Il y a la moitié de l'usage des tablettes aujourd'hui qui est un usage professionnel. Donc on présente les chiffres de tout à l'heure. Il y a la moitié qui part chez les professionnels. Donc c'est un marché qui marche vraiment en parallèle. Donc de ce côté-là, du côté professionnel, ça avance très très vite. Et je pense qu'il y a un autre secteur en fait qui va permettre de booster le côté applicatif, c'est le jeu, parce que les éditeurs de jeux, ils ont bien compris en fait que le marché était sur ces appareils-là et plus sur les PC. Donc il y a les consoles, il y a les ordinateurs, donc il y a toujours des gros jeux, mais qu'on pouvait être beaucoup plus rentable en fait en vendant 79 centimes un jeu sur une machine comme ça, que d'en vendant 50 € avec un circuit de distribution très compliqué, donc des jeux très évolués. Donc le monde du ludique en fait bascule sur le téléphone. Le téléphone va devenir la principale plateforme de jeu, le téléphone ou les tablettes, enfin des choses très portables. Et donc je pense que par exemple, enfin il y a un autre domaine dans le monde du learning que j'ai pas mis là, non j'ai pas mis là, qui s'appelle le serious game. Moi, je reste persuadé que le serious game se développera qu'à partir du moment en fait où il deviendra mobile et que le jeu vidéo qui est en train de devenir mobile rejoindra la partie formative sur ce terrain-là. Donc on en est au début. Alors c'est des pistes, hein, personne ne sait. Moi je suis pas Madame Soleil, je sais pas, je peux pas vous dire ce qui sera l'avenir demain, mais il y a une progression comme on n'a pas connu dans le monde du learning au démarrage. Moi, j'ai connu le démarrage, ça n'avait rien à voir. Donc, parce que le marché des terminaux, lui, explose. D'autres questions ? Oui. Oui, je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà des retours sur l'efficacité et l'efficience de ces modes d'apprentissage en termes d'ancrage cognitif ou... Alors, en fait, aujourd'hui, c'est difficile parce que en réalité, le m-learning, ça marche pas tout seul. C'est-à-dire que vous avez bien compris que si vous le mettez pas à l'intérieur d'un dispositif plus global, vous n'obtenez pas grand-chose en fait. C'est comme l'auto-formation pure, ça marche pas. Donc, en termes d'évaluation, ce qu'on fait comme évaluation la plupart du temps, c'est l'évaluation d'un dispositif global qui va comprendre une partie de mobilité. Isoler en fait la partie mobile en la sortant de son contexte, c'est très compliqué en fait. Donc aujourd'hui, on n'a pas de chiffres précis là-dessus. Enfin, moi, j'en ai pas vu pour le moment passer sur l'efficacité. Enfin, c'est vrai pour tous les médias. Que moi, je m'intéresse à ça depuis longtemps. En 1947, l'armée américaine a fait des études très pointues sur est-ce que le film est plus efficace que le livre pour apprendre. Et les études ont conclu que non. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'ordinateur n'est pas plus efficace que le livre. Mais c'est pas sûr que le livre soit plus efficace que le fait d'écouter quelqu'un qui parle. Donc, en fait, c'est pas là qu'est l'efficacité. L'efficacité, c'est bien l'architecture et l'ingénierie du dispositif et la combinaison en fait des différents éléments que vous allez assembler. Donc, pour le m-learning, c'est pareil. Le m-learning, c'est pas un truc global. C'est une brique en fait d'un dispositif. Et il n'est efficace que si les autres briques en fait lui renvoient quelque chose, s'il est complémentaire, s'il apporte quelque chose. Tout seul, enfin, ça veut dire que c'est pas transposable. Si je prends une brique d'un dispositif dans une autre, je peux pas la transposer, ça donnera rien. J'ajouterais également qu'il faut prendre en compte la notion d'environnement. Un ordinateur aujourd'hui, dans un environnement calme à la maison, on peut tout à fait suivre un cours normalement et de manière efficace. Sur le lieu de travail, entouré par les téléphones, les clients qui appellent, c'est pas forcément plus efficace. La question du mobile learning aujourd'hui, c'est que c'est des appareils nomades, c'est flexible, c'est accessible. La contrepartie, c'est que ça peut suivre un cours à n'importe quel moment, n'importe où, avec tous les problèmes environnementaux qu'on peut avoir, de bruit, etc., de concentration. Donc la problématique, elle est plus large simplement que l'outil. Il y a tout l'environnement autour. Merci. Je voudrais juste donner une illustration par rapport à l'évolution, parler de passer d'une tablette qui est seulement une liseuse à une tablette qui devient un outil pédagogique. C'est les nuls à Newman. Donc les nuls, première étape, globalement, j'ai envie de dire quand l'iPad est sorti, ils mettent sur l'iPad leur bouquin. Schématiquement, ils font des photocopies du bouquin, ils vous balancent ça.
aucun intérêt ou faible intérêt pédagogique. Petit à petit, on se rend compte, dans les derniers mois, ils ont fait évoluer leur outil, petit à petit, et on voit que, en fait, ce bouquin, parce qu'ils ont les contenus qui sont intéressants, souvent bien présentés, ces contenus deviennent de véritables outils pédagogiques. Donc on est vraiment dans cette évolution où on voit quelque chose qui est en train de naître. Tout à fait, mais si je peux me permettre, c'est pas de la formation. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que ça n'est efficace, même sous cette forme-là, que si c'est inclus dans un dispositif. Car si vous prenez des gens qui sont formés avec des bouquins pour les nuls, vous touchez 1%, 2% d'une population. Donc, allez, si on est optimiste, on dit 5%, mais vous irez pas beaucoup plus loin. Donc c'est bien ça en fait. C'est bien là toute la subtilité du dispositif. C'est pour ça qu'il y aura toujours des concepteurs, il y aura toujours des formateurs, il y aura toujours des environnements complexes. Ça rajoute une couche de complexité, c'est bien évident en fait. Et elle n'a d'intérêt que si elle permet de gagner en efficacité sur l'ensemble du dispositif. Sinon, ça sert à rien. Sinon, le bon vieux bouquin en papier des nuls est très bien fait. Par rapport au développement de ces outils, que ce soit le portable ou l'iPad, certes, il y a une progression phénoménale du nombre d'appareils vendus, mais on est encore très loin d'avoir une population qui soit intégralement équipée. En particulier dans le monde du travail, et en particulier, je dirais, sur des classes de population qui sont quand même un peu plus âgées. Dans cette conception-là, comment est-ce qu'on peut amener et concevoir des pédagogies qui intègrent ce genre d'outils alors que tout le monde n'en est pas équipé? Ah oui, ça c'est un véritable problème. Ça veut dire que les entreprises qui veulent s'engager sur cette voie-là, mais ça a été pareil pour le e-learning, hein, tout le monde n'a pas un ordinateur dans les entreprises, parce qu'il y a des métiers qui ne nécessitent pas d'avoir un ordinateur. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir comment je fais pour que les gens qui n'ont pas d'ordinateur puissent se former. Des fois, c'est même pas l'ordinateur, c'est l'adresse email. Souvent, ça commence là. Quand vous faites un projet e-learning, il faut convoquer les gens. Il faut qu'ils se loguent sur la plateforme. Et pour qu'ils se loguent, il faut qu'ils aient un email. Il y a plein d'entreprises où les gens n'ont pas d'email parce qu'ils n'ont pas de machine, donc ils n'ont pas de boîte mail. Donc personne leur a jamais créé un email dans l'entreprise. Et parfois, en fait, on convoque les gens. Ils peuvent bien accéder à une machine dans un coin, dans une salle spécifique, on l'a aménagée, même si on a fait les choses très bien, puis on se rend compte qu'ils n'ont jamais suivi la formation parce qu'ils n'ont même pas d'email. Donc ça veut dire qu'il y a bien une ingénierie. Là, je parlais des aspects purement pédagogiques. En amont de l'ingénierie pédagogique, il y a l'ingénierie de la formation, en fait, du dispositif lui-même. Et ça veut dire qu'une entreprise qui s'engage, ou même une école qui s'engage sur l'usage de la mobilité, doit se poser la question de savoir si la cible est équipée, et si elle ne l'est pas, eh bien, doit se poser la question de l'équiper, même temporairement. Acheter une flotte d'iPad pour une entreprise et les distribuer aux gens, c'est pas bien compliqué. Hein. Ça coûte pas très cher. Hein. Donc, par rapport à l'économie réalisée sur le reste, c'est très facile à amortir. Donc, c'est une question c'est une question de choix. D'où l'intérêt aussi de prouver que le dispositif marche. Ça se mord la queue après. Une autre question, Jean-François. Oui, Jean-François Leclorex, Colanet e-learning. Moi, j'avais une illustration par rapport à ce que disait Sylvain et concernant effectivement l'aspect brique du mobile learning, puisque nous avons développé une plateforme d'apprentissage pour la langue bretonne, donc sur laquelle on retrouve un certain nombre de ressources accessibles via ordinateur. Et nous avons complété ce dispositif d'une petite web application qui permet d'apprendre l'hymne breton. Donc on voit bien là l'intérêt que l'on a sur des choses qui sont parallèles, où on peut à la fois dissocier finalement les contenus et la manière dont on les apporte à celui qui veut apprendre. Face à ça, on a tout de même un petit souci, mais je suis sûr que vous allez trouver une réponse ou une astuce. C'est comment faire lorsque les gens ne sont pas connectés à Internet par le téléphone. C'est-à-dire qu'il y a quand même un bon nombre d'espaces où soit il n'y a pas de Wi-Fi, soit il n'y a pas de réseau. Et c'est une question qui est récurrente lorsque l'on aborde ces problématiques d'application ou pour le coup de web application. Donc c'était ce que j'avais évoqué tout à l'heure, hein, connecté point d'interrogation, ça reste un véritable problème. On peut penser qu'à terme, en fait, tout le monde sera connecté, parce que connecter un téléphone portable, c'est quand même nettement plus simple que de connecter une maison.
Puisque on peut poser des antennes, on voit bien. Si vous allez par exemple, il y a des tas de pays où le téléphone fixe ne marche pas, alors que le téléphone portable marche très bien. Donc la liste est très très longue. Il y a 5 milliards et demi de téléphones portables en fait dans le monde. Il n'y a pas 5 milliards et demi de gens qui accèdent au téléphone fixe. Donc on a une évolution. C'est aujourd'hui on est un peu coincé sur certaines zones, mais je pense que les zones blanches en fait de l'internet filaire en fait elles seront la partie mobile sera beaucoup plus facile à gérer, à couvrir en fait que la partie filaire. Ça c'est parce qu'il y a moins de contraintes en fait. Poser les antennes, dès qu'il y a le marché, dès que les gens seront obligés d'être connectés parce qu'il y aura derrière des flux financiers importants liés au commerce électronique, etc. Il y aura la 4G partout, sauf peut-être et encore. Vous regardez, même en Afrique, vous remarquez, il y a 2 endroits dans le Sahara où vous êtes connectés. Donc le jour, j'ai entendu un reportage sur France Culture où il parlait des Touaregs, comment les Touaregs prévenaient les invasions de criquets en fait, et par système de téléphone portable et par SMS. Donc si on arrive à prévenir au milieu du Sahara les invasions de criquets, on devrait pouvoir être connecté dans la banlieue de Saint-Brieuc. Donc Rennes quoi. Oui, en plus, l'hymne breton, Jean-François, ici tout le monde le connaît, donc ça n'a aucun intérêt de l'apprendre, je suppose. Oui, mais tu vas pouvoir l'apprendre de Normandie maintenant. Oui, je vais le faire dès ce soir.